toutes et à tous, bienvenue aux 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro, merci de votre fidélité. Je suis ravi de vous retrouver. Bonne fête de Soukhot à toutes et à tous. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition à 14h12, la correspondance de Jérusalem de Pascal Sunshine, le grand entretien de cette édition avec le géopolitologue Alexandre Adler. Nous décrypterons ensemble la crise en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, comment Israël se positionne dans cet affrontement militaire pour le contrôle du Haut-Karabakh, alors que la Turquie est particulièrement active dans ce dossier. On en parlera aux alentours de 14h16. Et puis dans cette édition, une interview exclusive, celle du maire du 19e arrondissement de Paris. François Dagnou a choisi Radio J pour revenir sur la violente attaque dont a fait l'objet un restaurant cachère rue Manin jeudi dernier. Rendez-vous aux alentours de 14h25. Paris et ses restaurants, on en reparle tout de suite. C'est en effet le premier titre du bulletin d'information de cet après-midi. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Et Mohadim Lessimra. Mohadim Lessimra. Gabriel, pour lutter contre le coronavirus, plusieurs nouvelles restrictions seront mises en place à partir de demain à Paris et dans sa petite couronne. Le préfet de police de la capitale, Didier Lallement, a annoncé que les bars devront fermer et les restaurants resteront, eux, ouverts aux horaires habituels avec un protocole sanitaire renforcé. Les foires, congrès et salons professionnels seront aussi fermés. Concernant les centres commerciaux, une jauge sera mise en place. Ils devront accueillir au maximum un client pour 4 mètres carrés. Les fêtes de mariage seront, elles, interdites. Et on écoute Didier Lallement. J'interdis explicitement les soirées étudiantes et tout type de rassemblements festifs ou familiaux dans les établissements recevant du public. Cela ne vise pas, bien sûr, les lieux privés, mais simplement ces ERP. Les cérémonies de mariage peuvent bien évidemment avoir lieu dans les mairies ou dans les lieux de culte, mais les fêtes de mariage dans les ERP ne sont pas autorisées. En effet, nous avons constaté de nombreuses contaminations dans ce type d'événements. Les clubs de jeu, salles de danse, salles de jeu seront également fermés au public, ces lieux festifs étant également propices à des brassages de population, souvent avec consommation d'alcool. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement. Et les piscines seront fermées, sauf pour les mineurs dans un cadre scolaire, associatif ou privé. Pour les stades et terrains d'entraînement physique, tous les équipements de plein air pourront rester ouverts à condition de rassembler 1000 personnes ou 50% de leur capacité maximale si elle est inférieure à 1000 personnes. Également, la capacité d'accueil des universités sera de 50%. Et puis la maire de Paris, Anne Hidalgo, a également réagi à ces nouvelles mesures. La responsable socialiste a déclaré que la vie devait pouvoir continuer à se déployer, la vie démocratique, économique, sociale. Nous sommes une ville très dépendante du tourisme. Il faut vivre avec le virus et protéger, a ajouté la maire. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de l'intervention d'Anne Hidalgo. Il va nous falloir vivre de cette façon-là, travailler de façon méthodique. Ça veut dire que ce rendez-vous, nous l'aurons à nouveau dans 15 jours. Ça veut dire de la transparence totale sur l'évolution de l'épidémie. Ça veut dire aussi affiner la connaissance de cette épidémie et des publics les plus fragiles. 25e jour du procès des attentats de janvier 2015. On retrouve tout de suite en direct Michel Zerbib depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et bonne fête de Soukhot Michel. Depuis ce matin, merci. On démarrait les interrogatoires des accusés. Le premier à avoir été interrogé s'appelle Willy Prévost. Oui, Willy Prévost. Je vais vous en parler dans quelques instants. Juste vous dire que samedi, c'était Shabbat évidemment pour la communauté juive, mais c'était un jour d'audience très important qui a vu l'arrivée en témoignage d'un certain Farid Benietou dont je vous parlais dans différentes interventions. C'est lui le mentor en fait des frères Kouachi et de Hamedi Koulibaly. L'homme s'est présenté comme un repenti. Et il a été interrogé sur le banc des accusés, des parties civiles, de savoir pourquoi il n'était pas sur le banc des accusés, lui qui dit avoir une responsabilité presque directe dans le passage à l'acte. L'individu a été entendu pendant 3 heures, on aura l'occasion d'en reparler. Alors on parlait de Willy Prévost, vous avez raison de le dire, c'est l'interrogatoire direct. Cet homme, un jeune de 28 ans, habitant de la Grande Borne à Grigny, c'est dans la région parisienne, une cité très connue pour sa violence, se dit être sous la pression de Koulibaly, faire ses petites courses, et en aucun cas ne sait que Koulibaly va fomenter ou préparer un attentat. C'est de cette manière que, en l'occurrence, Willy Prévost, qui est toujours entendu cet après-midi avec d'autres témoignages, c'est la défense qu'il emprunte. Je suis un petit voyou, un petit escroc, mais je ne suis pas un terroriste.
Et les terroristes, il les traite, les qualifie à la manière de certains dans les langages des banlieues de fils de. Et c'est évidemment l'ambiance en ce moment. Il va être interrogé par les avocats de la partie civile, car là, on rentre véritablement maintenant dans le cœur du sujet. Est-ce que ces hommes ont été directement liés à l'action terrible, terroriste et meurtrière de Koulibaly? Michel Zarbib depuis le tribunal de Paris. Merci Michel. Merci. 14h et presque 6 minutes sur Radio J, la suite de l'actualité en Israël. Maintenant, la pandémie coronavirus continue de se propager, Gabriel. 28 nouveaux décès ont été enregistrés hier dans le pays, soit 1719 morts au total depuis le début de la pandémie. 2905 nouveaux cas positifs ont été signalés, portant le total à 65 063 cas actifs dans le pays. Parmi eux, 878 patients sont dans un état grave et 215 sous respirateur. Dans ce contexte, le cabinet Corona va se réunir pour discuter de la prochaine étape du confinement. La stratégie de sortie du confinement sera basée en grande partie sur la tendance du taux d'infection qui s'élève à 11,7% actuellement. Des sources proches de Benjamin Netanyahu ont laissé entendre qu'il souhaitait d'abord resserrer davantage les restrictions du confinement pendant les jours restants de la fête de Sukkot avant d'assouplir légèrement les restrictions à partir de la semaine prochaine. Si la baisse du taux d'infection se poursuit, le gouvernement devrait commencer à relâcher le confinement à partir du 15 octobre. Et puis ça chauffe dans la rue, 31 personnes ont été arrêtées à Jérusalem, à Bnei Brak, suite à de violents affrontements entre policiers et orthodoxes autour du respect justement, Gabriel, de ces restrictions sanitaires. 2 officiers de police ont été légèrement blessés dans la capitale israélienne lors d'un affrontement. Les manifestants ont également endommagé plusieurs voitures de patrouille, véhicules privés et bâtiments municipaux. 18 protestataires ont été arrêtés à Jérusalem pour avoir jeté des pierres sur des policiers à Mea Shearim et à Bnei Brak. La police a tenté pendant plusieurs heures de disperser un rassemblement illégal dans une synagogue. 13 manifestants ont été arrêtés. Plusieurs hommes ont crié et dansé devant les officiers de police, les appelant nazis, bâtards et leur demandant de retourner en Allemagne. Et on va écouter justement quelques secondes de ces manifestations violentes hier. Aux États-Unis, Donald Trump pourrait sortir de l'hôpital dans la journée. L'état de santé du président américain s'améliore selon ses médecins. Le chef de l'État n'a plus de fièvre, mais il a connu 2 baisses d'oxygène depuis son hospitalisation en fin de semaine. Samedi soir, dans une vidéo, le locataire de la Maison-Blanche affirmait se sentir mieux et être bientôt de retour, notamment pour continuer à faire campagne à moins d'1 mois de l'élection présidentielle qui est prévue le 3 novembre. Joe Biden, son adversaire démocrate, a lui été testé négatif. Et à ce propos, David Friedman a déclaré hier qu'une victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines verrait la politique américaine sur l'Iran changer d'une manière qui serait, Gabriel, dommageable à la fois pour Israël, mais aussi pour les États du Golfe. Oui, David Friedman a affirmé aux médias émiratis Al Ain que l'Iran était la question la plus importante de l'élection du 3 novembre. Comme vous le savez, Joe Biden faisait partie de l'administration Obama qui a négocié et mis en œuvre l'accord avec l'Iran, ce que le président Trump, et je partage son avis, je cite, considère comme le pire accord international que les États-Unis aient jamais conclu, a ajouté David Friedman dans un extrait de son interview. Cela a ouvert la voie à l'Iran pour obtenir une arme nucléaire, a précisé le diplomate. Et puis on continue à parler de diplomatie dans ce journal. Les négociations entre Israël et le Liban qui devraient commencer la semaine prochaine ne porteront que sur les frontières maritimes. C'est ce qu'a déclaré hier une source diplomatique à Jérusalem, malgré les indications contraires de Washington et de Beyrouth. Bien que des différends au sujet de la ligne bleue, comme la frontière terrestre entre Israël et le Liban, soient survenus lors des discussions préalables aux négociations, Israël n'a pas accepté de négocier sur les frontières terrestres. L'État hébreu n'exclut pas les négociations sur la ligne bleue, mais elles devraient être séparées et différents acteurs seraient impliqués. On parlera dans quelques minutes du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh, et lors d'une réunion sur l'application Zoom avec des journalistes du Golfe, Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien, a accusé la Turquie, qui est partie prenante de ce conflit, de déstabiliser la région et de saper les efforts de paix. Le ministre de la Défense israélien a aussi accusé Ankara de saper les efforts de paix. Il a appelé à une pression internationale pour provoquer des changements à l'OTAN dont la Turquie est membre. Le Premier ministre suppléant a décrit la Turquie et l'Iran comme refusant de promouvoir la paix et soutenant les tensions régionales. Et puis on termine, Gabriel, avec du sport et du tennis à Roland-Garros. Le Français Hugo Gaston, le héros du week-end, est passé tout près de l'exploit hier en 8e de finale. Le joueur de 20 ans a perdu en 5-7 contre l'Autrichien Dominik
Dominic Thiem, 6-3 au dernier set. Le 239e mondial a montré de belles choses lors de ce tournoi du Grand Chelem en éliminant notamment le Suisse Stanislas Wawrinka au 3e tour. Et on entendra certainement parler de lui dans les prochains mois. Merci Gabriel. 14h10 tout pile, on s'envole tout de suite pour Israël pour rejoindre notre correspondante permanente sur place. Bonjour Pascal Zonshine et Moadim Lessimcha. Et bien voilà, un duo qui se complète. Pascal, on revient avec vous sur l'actualité du coronavirus. Depuis quelques heures, les médias et les réseaux sociaux locaux se sont emparés de ce qu'on appelle déjà l'affaire Gila Gamliel, du nom de la ministre à la protection de l'environnement. Que lui est-il reproché précisément, Pascal ? Alors, c'est une révélation faite ce matin par le quotidien Haaretz qui affirme que la ministre de l'Environnement s'est rendue pour la journée de Kippour à Tibériade, où elle a son domicile effectif alors qu'elle réside à Jérusalem durant sa semaine d'activité, et qu'elle aurait participé à l'office de Kippour dans une synagogue où elle aurait contracté le virus du Covid, et avec elle d'ailleurs 20 autres personnes qui participaient à la prière. La ministre dément, en tout cas fait démentir, puisque pour l'instant elle n'a pas réagi encore à titre personnel, mais dément toute violation des consignes de confinement de sa part en faisant savoir qu'elle est domiciliée à Tibériade, qu'elle a respecté les distances barrières lors de la prière de Kippour. Mais évidemment, au moment où le gouvernement demande aux Israéliens de redoubler de civisme et de respecter scrupuleusement toutes les consignes de confinement, c'est évidemment une affaire qui fait désordre et qui fait polémique. Et elle pourrait être appelée à démissionner, Pascal, dans les prochains jours ? Si les faits sont avérés et correspondent à la version donnée ce matin par Haaretz, il est assez probable que sous la pression publique, oui, Gila Gamliel serait poussée à la démission. Pascal, de nouveaux affrontements, on en a parlé il y a quelques instants, ont opposé des orthodoxes à la police à Jérusalem, Bnei Brak et Beitar Illit. Les rassemblements joyeux dont sont traditionnellement le théâtre les fêtes de Sukkot et de Simchat Torah qui aura lieu en fin de semaine, peuvent-ils être l'occasion, selon vous, de nouveaux accrochages de plus en plus violents ? Eh bien, on peut même dire que c'est déjà le cas. Alors là, pas dans le cas d'une réjouissance, malheureusement, mais les obsèques qui ont lieu en ce moment à Ashdod d'une personnalité du monde chassidique, l'Admor de Pittsburgh, qui a succombé la nuit dernière au virus du Covid et dont les funérailles ont lieu actuellement. La police d'Ashdod s'était mise d'accord avec les membres de la communauté pour organiser ces obsèques, sa cérémonie de funérailles en respectant les distances par capsule de 20 personnes. Finalement, ce sont des milliers de personnes qui se sont massées autour du convoi funéraire. La police a interrompu la cérémonie et à l'heure où nous parlons, il y a de violents affrontements entre les fidèles et les forces de l'ordre. Donc on voit que cette situation, pour l'instant, échappe totalement au contrôle de la police. Et qu'elle pourrait donc encore se dégrader dans les prochaines heures, voire malheureusement dans les prochains jours. Pascal, on va terminer avec une bonne nouvelle cette fois, avec une innovation israélienne potentiellement révolutionnaire pour lutter contre la Covid-19. Et c'est Benny Gantz qui a grillé la politesse hier à Benjamin Netanyahu pour son annonce. Alors, il s'agit en fait du développement d'un dispositif de kit de dépistage censé donner un résultat en moins de 30 minutes. En fait, il est développé par un Israélien qui vit aux États-Unis, dont la société Visby se trouve en Californie. Ce dispositif vient d'obtenir l'approbation des autorités sanitaires américaines et le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déjà conclu un accord avec cette société pour fournir plusieurs centaines de premiers kits et puis à terme effectivement essayer de développer de façon à avoir des milliers voire peut-être même 1 million de kits qui arriveraient en Israël et qui permettraient à ce moment-là d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle pour limiter aussi ou réduire à la fois les durées de confinement et peut-être aussi à terme de pouvoir lever les mesures de confinement. Eh bien on l'espère avec vous. Merci beaucoup Pascal Zonshine. À demain pour un nouveau direct de Jérusalem. Bon après-midi.
Allez, 14h15, on va marquer une pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal de 14h en compagnie du géopolitologue Alexandre Allaire et du maire du 19e arrondissement de Paris, François Dagneau. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. 14h16, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjar au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Et tout de suite, le grand entretien de cette édition consacré au conflit au Haut-Karabakh qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour en parler et décrypter ces enjeux, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alexandre. Vous êtes historien, géopolitologue et j'ai la joie d'animer à vos côtés tous les dimanches à 16h05 l'émission Mondovision consacrée justement à l'actualité géopolitique. Merci Alexandre. Alexandre, nos auditeurs ne sont pas forcément tous très familiers des données de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En quelques mots, quels sont les enjeux de cet affrontement militaire autour du Haut-Karabakh ? Oh, il y en a de nombreux, mais on sait bien que les Arméniens et l'Azerbaïdjan indépendant, parce que l'Azerbaïdjan est divisé à peu près en deux entre un Azerbaïdjan indépendant, dont la capitale est Bakou, et un Azerbaïdjan dépendant, puisque c'est la province nord de l'Iran actuel, mais qui échappe complètement au contrôle du pouvoir central à Téhéran et depuis maintenant longtemps, de sorte qu'en réalité, l'Azerbaïdjan est déjà réunifié dans la tête de tous les Azéris et que comme les Azéris sont absolument dominants dans le bazar de Téhéran, c'est même grâce à cela que j'ai réussi à m'exprimer avec le turc que je baragouine alors que je ne parle pas un mot de persan, eh bien c'est bien le cas aussi de tout le bazar de Téhéran. Donc jusqu'au bazar de Téhéran, et c'est comme ça que le Mossad y a pénétré, eh ben, on peut dire que l'Azerbaïdjan est bien réunifié et il est réunifié évidemment justement, Alexandre, dans une alliance avec Israël. Je me permets de vous couper puisque vous parlez tout de suite d'Israël et c'est évidemment une des questions qui nous intéresse tout particulièrement dans cette crise. Un appel téléphonique a eu lieu ce matin entre le président israélien Reuven Rivlin et son homologue arménien Armen Sarkissian. Les deux dirigeants tentent de recoller les morceaux alors que l'Arménie a rappelé la semaine dernière son ambassadeur à Tel Aviv en réponse au soutien militaire d'Israël à l'Azerbaïdjan. Quelle est la nature des relations militaires entre Israël et Bakou ? Eh bien, tout simplement, c'est l'amitié profonde que toujours le président et le fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant, le général Haïdar Aliyev, a eu pour les Juifs. Les Juifs d'Union soviétique, qu'il considérait comme des frères, et puis tous ces Juifs soviétiques, le premier d'entre eux, Yuri Andropov, qui ont été les véritables protecteurs de Haïdar Aliyev, et Gorbatchev, évidemment, lui, ne l'a pas été du tout. Mais malgré cela, le véritable héritage d'Andropov, c'est une grande amitié pour Aliyev. Et Aliyev lui-même avait une grande amitié pour les Juifs en Union soviétique, ou en Russie ensuite, et puis, bien entendu, ensuite pour l'État d'Israël, puisque à un moment donné, j'ai été très en contact avec lui et surtout avec sa secrétaire qui a été ambassadrice en France. Mais aussi lui, je l'ai encore vu une dernière fois alors qu'il allait subir ses derniers traitements anticancéreux pour les États-Unis et il savait bien qu'il allait d'ailleurs y disparaître. Mais il souhaitait absolument que j'écrive ses mémoires. Et donc, je sais parfaitement ce que Aliyev pensait de l'alliance avec Israël. Et Alexandre, ces derniers jours, comme décisif. Ces derniers jours, on parle beaucoup du rôle des drones israéliens aux côtés de l'armée, utilisés par l'armée, précisément l'armée de l'Azerbaïdjan. Qu'en est-il ? Ah ben, c'est très amusant ça encore, parce que je me suis vraiment brouillé avec Poutine lors d'une séance avec plein de journalistes qu'il avait reçus à Moscou, et à ce moment-là, dans sa datcha, et à ce moment-là, il avait commencé à faire l'éloge, pour me défier d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas aimé une question que je lui posais, qui était certainement une question que se posaient beaucoup d'autres, pourquoi il avait absolument insisté à monter en puissance dans le capital de EADS, qui était l'époque... la coopération franco-allemande militaire, qui évidemment on ne pouvait pas le laisser accéder, à laquelle on ne pouvait pas le laisser accéder, et donc il m'en avait beaucoup voulu de cette question.
Mais en réalité, bien entendu, c'est là qu'il m'a donné l'exemple, mais nous avons une excellente coopération, m'avait-il dit, nous les Russes, selon donc Poutine, avec Israël. Et de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait déjà des drones, car le premier accord passé avec les Russes a été sur les drones, que les drones israéliens que les Russes ont achetés, sachant que les Russes allaient les revendre à l'Iran, ce que Netanyahou a laissé faire, tout en faisant, bien entendu sur le principe, il était soi-disant indigné, mais il savait très bien que ça se ferait, mais que ce n'était pas très grave, compte tenu qu'Israël avait déjà préparé une étape suivante sur le plan technologique, comme chaque fois que ce genre de fuite a lieu. Et donc, en effet, c'est là que la coopération sur les drones a commencé à devenir officielle entre Russes et Israéliens. Alexandre, sur le terrain, les combats se sont intensifiés ces 2 derniers jours. Chacun des camps accuse l'autre de la mort de dizaines de civils. Le bilan s'élève pour l'instant à plusieurs centaines de morts dans les 2 camps. Quel rôle peut jouer la diplomatie pour rétablir le cessez-le-feu entre les 2 parties ? Oh, eh bien, il faut évidemment essayer de calmer de calmer un petit peu toute la tension. Et c'est possible parce que tout le monde a à perdre dans cette affaire. Alors, du côté de l'Azerbaïdjan, qui est un allié très important, je le répète aujourd'hui, du Mossad et de toute la stratégie israélienne, car si le Mossad a réussi à pénétrer en Azerbaïdjan soviétique, ex-soviétique, indépendant aujourd'hui, c'est bien entendu avec la bénédiction des services secrets azéris, mais aussi, bien entendu, étant donné leur vieux lien avec le KGB, avec Poutine lui-même. Et donc, en effet, ceci explique que la Russie actuelle joue double jeu. Elle joue d'autant plus double jeu que, par contre, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui est russe comme moi, est en réalité un Arménien profond. Sa mère est arménienne, mais même s'il prend un nom russe, ne vous faites aucune illusion, Lavrov roule toujours pour les Arméniens. En quelques mots, en quelques secondes, Alexandre, vous parliez du rôle de la Russie. Qu'en est-il de la France ? Emmanuel Macron a proposé le 2 octobre dernier la médiation de la France justement pour reprendre un processus de négociation. Il nous reste vraiment quelques secondes, Alexandre. Est-ce qu'il peut y parvenir ? En quelques mots, là encore, je constate le courage et l'audace du président Macron, car il était aussi possible pour lui d'observer un profil bas. Il fait le contraire, c'est-à-dire que il va au-devant de la situation et il va au-devant pour isoler encore davantage les mollahs et les derniers bastions qui leur restent en Iran. Et ceci également pour isoler Erdogan en Turquie. Et il le fait sans avoir peur des conséquences et des menaces de tout genre, y compris celles des services secrets de ces 2 pays ou de ce qu'il en reste. Et il le fait véritablement avec le courage et la crânerie bonapartiste qui le caractérise, et je l'en approuve. Merci beaucoup Alexandre Adler, qu'on retrouvera sur Radio J dans 2 dimanches pour une nouvelle émission Mondovision à 16h05. Alors juste un dernier mot pour nos auditeurs, songez aussi que Lavrov va maintenant se retirer et que donc la présence arménienne à l'intérieur de la diplomatie russe est en train de disparaître au profit de nouveau de la vieille alliance avec l'Azerbaïdjan. On en reparlera prochainement. Merci beaucoup Alexandre. 14h25, on parle maintenant d'une affaire qui a beaucoup été commentée ces derniers jours, notamment au sein de la communauté juive, mais aussi et heureusement au-delà. Bonjour François Dagneau. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste du 19e arrondissement de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio J pour vous exprimer sur cette attaque dans la nuit de jeudi à vendredi dernier d'un restaurant cachère de la rue Manin. Monsieur le maire, où en est l'enquête ? L'enquête est en cours entre les mains de la police judiciaire pour m'être rendu sur place dès vendredi matin et avoir rencontré les gérants de l'établissement pour leur apporter tout mon soutien et leur dire que la communauté du 19e arrondissement, la communauté républicaine du 19e arrondissement se tenait évidemment aux côtés de nos amis victimes de cette ignoble agression. La police scientifique était déjà sur place pour procéder au recueil des témoignages, au relevé d'empreintes, bref, toute la matière qui, je le souhaite,
permettra d'élucider rapidement les responsabilités en cause dans cette ignoble agression. Alors le fast-food a été, rappelons, saccagé, des tags Sale Juif, Free Palestine ou encore voleurs ont été inscrits sur les murs. Le commerçant visiblement n'avait pas reçu de menaces auparavant selon les premiers éléments de l'enquête. Monsieur le maire, comment expliquez-vous ce passage à l'acte particulièrement violent ? Je n'ai pas d'explication à donner. En tout cas, nous devons le recevoir comme une nouvelle manifestation de la pression qui pèse sur un certain nombre de sites très très identifiés. L'antisémitisme, malheureusement, pardon. Cette pression existe au quotidien dans certains quartiers du 19e arrondissement ? Écoutez, elle est réelle. Personne ne doit la sous-estimer. Elle existe ici comme malheureusement elle existe ailleurs. Et en même temps, moi je veux rappeler que le 19e arrondissement et notamment le quartier de la rue Manin reste un site extrêmement attractif pour la communauté juive. Les commerçants sont nombreux à vouloir s'y installer. Les habitants sont nombreux à vouloir y aménager. Donc voilà, le 19e arrondissement n'est pas réductible à une terre hostile, bien au contraire à la communauté juive. C'est un lieu, la rue Manin, vous savez que entre nous, on l'appelle la Petite Jérusalem, et c'est un endroit où prospèrent de nombreux commerces, de nombreuses activités liées à la communauté juive et sans difficulté particulière. Après, malheureusement, nous sommes dans un moment où, en effet, nous ne devons pas baisser la garde et nous devons prendre conscience de la pérennité et de la résurgence, quelque part, d'un antisémitisme. Justement, François Dagneau, pardonnez-moi, je vous coupe. Une agression extrêmement violente avait déjà frappé les esprits au mois d'août. Un homme juif de 29 ans avait été frappé, insulté et volé dans l'immeuble de ses parents. Est-ce que vous considérez que malgré tout, le climat est en train de se dégrader dans certains quartiers de votre arrondissement depuis quelques mois ? Ces incidents, en tout cas ces agressions, montrent que la menace rôde toujours, que nous devons en permanence être vigilants et que nous devons prendre la mesure de l'immensité de la tâche. Je réfute l'idée que le 19e arrondissement serait une terre hostile à la communauté juive. Vous savez qu'il fonctionne des dizaines de synagogues, des dizaines de commerces cachers, des établissements d'accueil de la petite enfance, des crèches, des écoles, parmi les plus prestigieuses de Paris. Je pense à Lucien de Hirsch, notamment, l'établissement Batrana et beaucoup d'autres établissements. On peut se promener dans la rue, dans le 19e arrondissement, et croiser des hommes ou des enfants portant une kippa. Voilà, il ne faut pas non plus réduire le 19e arrondissement à ces incidents. Merci beaucoup. Et à ces agressions. Mais elles existent et nous devons être totalement combatifs et totalement engagés, et je le suis. Merci beaucoup François Dagneau. Je rappelle que vous êtes le maire du 19e arrondissement de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio J. De la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h. On écoute aujourd'hui le duo Omer Adam, Ishaï Ribo en concert lors d'un festival l'an dernier à Soukhod. Je vous laisse en compagnie de mes camarades Hélène Schumann et Philippe Sinclair que je salue. Bel après-midi sur Radio J. À demain, portez-vous bien.